Introduction générale. Pourquoi certains pays dépensent autant d'argent pour leurs médias, notamment ceux qui couvrent le continent africain? Est-ce parce que ces pays se soucient tant du continent africain et veulent, pour cette raison, lui fournir la bonne information susceptible d'éveiller son opinion publique et par la même occasion d'impulser son développement? Si oui, ces pays, quels qu'ils soient, ont-ils intérêt à ce que les Africains soient bien informés dans un contexte de guerre économique où leurs dirigeants veulent faire main basse sur les énormes richesses dont regorge le continent africain? Telles sont les principales questions qui sont débattues dans cet ouvrage que vous tenez entre vos mains. Il s'agit d'entrer dans la profondeur du travail médiatique pour ausculter la part d'ombre qu'il recèle et comment les médias, le plus souvent, en dépit des discours de circonstance de leurs dirigeants respectifs sur leur indépendance et leur impartialité, sont en réalité au service de la réalisation des desseins géopolitiques de leur pays d'origine. Une première réponse à cette problématique semble être fournie par Edem Kodjo, pour qui ces moyens d'information, notamment la radio, la télévision, le cinéma, la presse, les spectacles et l'édition, sont le plus souvent sous-tendus par des idéaux, sinon des intérêts qui participent à un remodelage de la personnalité de l'Africain selon un schéma extraverti et aliénant. Source, Edem Kodjo. Et demain l'Afrique, Paris, Stock, 1985, pages 145 à 146. Les médias ont pris, dans l'histoire contemporaine, une importance particulière dans le monde. Ce sont des instruments ou des moyens appropriés à la disposition des acteurs des relations internationales pour véhiculer des messages, des idées, pour informer ce qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique nationale et internationale sur les différentes politiques publiques qu'ils mènent. En tant que tels, les médias ne sont jamais neutres. Ils constituent des outils à la disposition de tel acteur pour la satisfaction, la promotion ou la défense de ses intérêts. C'est dans ce contexte que la bataille, mieux, la guerre informationnelle en tant que catégorie analytique, permettant de rendre compte des rivalités, de la concurrence ou de la compétition qui se structure entre les médias qui ont pour objet l'actualité internationale, prend toute son ampleur. Elle permet de revisiter les pratiques des médias, de montrer les incidences et les implications qui découlent le plus souvent sur une question ou une actualité. Dans cet environnement, donner une définition au concept média n'est pas une tâche aisée, ce d'autant plus que les médias sont pluriels et de nature diverse. Sans entrer dans les polémiques des auteurs, il est important de noter que les définitions récentes montrent clairement qu'un média est un moyen technique de transmission et de diffusion de contenus, et non les contenus eux-mêmes. Un média, selon ces définitions, sera donc par exemple la parole, l'imprimerie ou les ondes hertziennes. Les mots-clés transversaux sont expression et communication. Pour résumer avec des mots simples, un média est l'ensemble des moyens qui permettent à un consommateur potentiel d'accéder à un contenu, source, Philippe Tassi, les médias et leurs fonctions. Du paléolithique au numérique, Paris, EMS, 2021, page 21. Les médias internationaux sont des agences de presse, des chaînes de télévision, des radios, des organes de presse écrite et des sites Internet d'information dont la particularité est de traiter l'actualité internationale. Ceci sous un angle généraliste ou spécialisé. Leur approche de l'actualité internationale peut ne pas être neutre, car ils diffusent souvent une vision proprement nationale de cette actualité. Source. Eddy Fougier, La bataille de l'information internationale, Revue internationale et stratégique, numéro 78, 2010, page 67. Les médias semblent jouer aujourd'hui un rôle majeur dans les relations internationales, notamment en contribuant directement ou indirectement à la mondialisation. Les technologies de l'information et de la communication permettent la diffusion rapide de l'information touchant à la diplomatie, aux transactions économiques et aux questions politiques. Des aspects importants de la politique étrangère et de la stratégie se déroulent dans un contexte international marqué par la présence des médias. La société de l'information contribue à l'avènement du village planétaire. Avec la montée en puissance de la télévision, en temps réel au cours des années 1980, le succès de la chaîne CNN, Cable News Network,
créé en 1980, le développement des technologies de l'information, la conviction selon laquelle les médias exercent une influence de plus en plus notable sur différents aspects des relations internationales est devenue une quasi-évidence pour les responsables politiques, les militaires, les journalistes et de nombreux observateurs. La guerre du Golfe a d'ailleurs été un moment clé dans le développement de la chaîne CNN. Son succès au moment du conflit a incité d'autres réseaux à adopter le même format. Aujourd'hui, ce format est complété par d'autres canaux comme la chaîne qatari Al Jazeera et par les sites Internet diffusant de l'information en continu, source, Marie-Claude Smoets, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, page 337. La force dramatique des images en direct entraînerait des demandes pressantes d'action de la part de l'opinion publique, ces demandes étant transmises par des journalistes. De ce fait, la diffusion des images provoquerait des réactions émotionnelles qui pourraient soudainement entrer en contradiction avec les évaluations officielles d'une situation particulière, avec les orientations de politique retenues et plus globalement avec la définition de l'intérêt national. Le constat de Lucien Poirier pour l'action stratégique vaudrait pour l'action internationale en général. Le stratège ne peut plus conduire les opérations sans redouter les retentissements dans l'opinion des pertes et de l'emploi d'armements exotiques. Constamment sous l'œil critique des médias informant en temps réel, politiques et militaires seront désormais astreints à une retenue paralysante. Source, Lucien Poirier, La crise des fondements, Paris, Economica, 1994. Si l'expression « effet CNN » est vague, elle résume néanmoins la conviction selon laquelle les médias, et particulièrement la télévision, exercent une influence aujourd'hui croissante, voire déterminante, sur les politiques extérieures. Les médias semblent contribuer de manière décisive à la définition de l'agenda international et exercer une influence majeure sur les décisions qui sont finalement prises. Ils contribuent ainsi à redéfinir la souveraineté en favorisant en apparence le rôle d'une société civile transnationale. Nombre d'observateurs ont souligné, pour le regretter ou pour s'en féliciter, qu'il s'agit là d'une influence indépendante et que c'est de manière largement autonome que les médias sont en mesure d'identifier les problèmes internationaux majeurs et donc de définir l'agenda gouvernemental en matière de politique étrangère. Source: Marie-Claude Smoets, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, page 338. Ce rôle des médias a fait l'objet de discussions critiques et de controverses. La diffusion d'images à l'échelle planétaire et la dramatisation des souffrances conduiraient l'opinion publique à exiger une intervention dans les conflits qui, sans les dites images, resteraient ignorées. Mais les images de blessés ou de pertes humaines conduiraient également le public à exiger un retrait immédiat. La perception commune voudrait que pour les États-Unis, surtout et par extension pour les États occidentaux, ce soit la guerre du Vietnam qui ait révélé pour la première fois de tels comportements. La diffusion d'images de corps blessés, mutilés ou de morts n'était pas inédite. Aux États-Unis, la Seconde Guerre mondiale avait été marquée par la prolifération de photographies du genre. Mais, pour la première fois au cours de la guerre du Vietnam, des images de combats réalistes, télévisées, ont été largement diffusées. La situation est exacerbée aujourd'hui. L'image visuelle diffusée par la télévision aurait un impact plus important et plus rapide. Source: IBID. Toutefois, les enquêtes empiriques réalisées ces 3 dernières décennies révèlent que les effets des médias sur les relations internationales sont plus divers et plus équivoques. Tout d'abord, la thèse de la critique journalistique de l'intervention américaine au Vietnam est très exagérée. Jusqu'à l'offensive du Tet en 1968, les rédacteurs et les journalistes des réseaux de télévision et les journaux nationaux les plus prestigieux étaient largement convaincus de la légitimité de l'intervention américaine. Les journalistes critiquaient parfois les moyens employés, mais non les fins. Les critiques journalistiques ont suivi et créé les remises en cause croissantes de la guerre. Au cours des nombreuses crises de l'après-guerre froide, notamment en Somalie,
la couverture médiatique n'est devenue significative qu'après que certaines mesures eurent été adoptées, ou que certains acteurs politiques, administratifs ou membres d'ONG eurent attiré l'attention des journalistes sur l'événement. L'autonomie des médias se révèle ici limitée. Dans la décision d'intervention américaine en Somalie en 1992, les images ont exercé un effet modeste. Cette intervention était presque une opération sans grand risque, et elle permettait d'éviter de poser de manière embarrassante le problème de la non-intervention en Yougoslavie. Source IBID. Lorsque l'effet CNN est évoqué, les analystes ont tendance à ne retenir que les cas dans lesquels les médias ont semblé exercer un impact ayant conduit à une intervention importante. Ces mêmes analystes n'examinent pas avec la même attention les cas dans lesquels les images, nombreuses, non équivoques et propres à susciter des réactions émotionnelles fortes, n'ont pas exercé d'influence. Dans certains cas, les décisions politiques fermes, antérieures à la couverture médiatique, jouent un rôle décisif, même si les médias peuvent occasionnellement accélérer les processus décisionnels. De plus, l'effet des images de télévision est affaibli par l'accoutumance à la dramatisation et les doutes sur la véracité des dites images. En conséquence, si les médias affectent les relations internationales, l'effet CNN est exagéré. L'impact des médias sur la politique étrangère est souvent plus dépendant de l'action politique des dirigeants politiques qu'ils ne le pensent eux-mêmes ou ne veulent l'admettre. Les décideurs politiques peuvent imposer un cadre interprétatif aux événements et solliciter le soutien du public, la télévision ayant tendance à augmenter leurs possibilités en ce domaine. Source Marie-Claude Smoutz, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, page 338. La politique étrangère, quant à elle, est une notion fondamentale dans l'étude des relations internationales contemporaines. Les études relatives à la politique étrangère semblent être le noyau dur des dynamiques qui se structurent sur la scène internationale. Ces dynamiques ont trait à l'interétatique. C'est donc dire dans quelle mesure la notion de politique étrangère est au centre de nombreux enjeux dans l'analyse des relations internationales. Comment peut-on la définir convenablement? Comme l'ensemble des concepts dont elle découle et auxquels elle se rapproche, la notion de politique étrangère fait l'objet de perceptions et de compréhensions différentes selon les analystes. Le terme de politique étrangère est lui-même théoriquement et politiquement chargé et relève de l'impensé statocentrique des relations internationales. Il s'inscrit dans la perception de l'action internationale sous le prisme de l'État-gouvernement considéré comme unique, du moins comme principal facteur des relations internationales. La politique étrangère recèle et dévoile un code interétatique des relations internationales s'articulant autour de la diplomatie intergouvernementale, du bilatéralisme, bref des catégories canoniques et des préférences fondatrices de la vie internationale que sont la souveraineté, l'indépendance, l'intérêt national et la recherche de la maximisation de la puissance. Source Yves-Alexandre Chouala, La politique extérieure du Cameroun, Doctrine, Acteurs, Processus et dynamique régionale, Paris, Cartala 2014, page 9. La politique étrangère est l'instrument par lequel l'État tente de façonner son environnement politique international. Source Frédéric Charillon. Introduction dans Frédéric Charillon dire Politique étrangère, Nouveau regard, Paris, PFNSP 2002, page 6. Le politiste américain James Rosno l'a défini comme l'effort d'une société nationale de contrôler son environnement externe par la préservation des situations favorables et la modification des situations défavorables. Source James Rosno, Scientific Study of Foreign Policy, cité par Moyila Chiembe, La politique étrangère des grandes puissances, Paris, L'Harmattan, 2010, page 17. En d'autres termes, la politique étrangère est la projection par les États de leur vision de la société et du monde, à un moment historique donné de leur évolution, selon leurs capacités, soit pour maximiser les intérêts, soit pour minimiser les risques. Source IBID. Il va de soi que poser la question de la politique étrangère, c'est aborder la problématique de l'État comme acteur des relations internationales, des instruments mis à sa disposition et de leur pertinence face aux mutations du monde.
Cela explique pourquoi l'étude de la politique étrangère doit être renouvelée de fond en comble, car loin d'être un instrument administratif docile d'une machine d'État à la poursuite d'un intérêt national clair, la politique étrangère a subi d'importantes transformations de la fin de la guerre froide à l'épreuve de la globalisation. Certes, la politique étrangère est par définition une politique publique, c'est-à-dire une politique mise en œuvre par l'État et ses services, avec des moyens précis, afin d'atteindre des objectifs bien définis. Source Ibid, page 18. Cependant, sa singularité est double. D'une part, son rayon d'action dépasse le territoire national. D'autre part, les mutations mondiales ont modifié la nature de ses moyens, de ses missions, des questions soumises à son agenda et surtout l'irruption de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Abordée sous cet angle, la politique étrangère consiste souvent à réagir ou à s'adapter à des événements externes sur lesquels les décideurs n'ont aucune prise. Dans ce même ordre d'idées, le processus décisionnel de la politique étrangère change et se complexifie. Cette complexité explique en partie son opacité, à la différence d'autres groupes publics. Et ce, d'autant plus que la politique étrangère a toujours été considérée comme un domaine réservé aux plus hauts responsables de l'État. Cette conception traditionnelle de la politique étrangère ne correspond plus à la mobilité des temps modernes. Source Mwaila Chiembe, La politique étrangère des grandes puissances, Paris, L'Harmattan, 2014, page 18. D'après Christopher Hill, l'un des auteurs les plus importants des études relatives à la problématique de la politique étrangère, celle-ci peut être appréhendée comme la somme des relations extérieures qu'un acteur indépendant, généralement l'État, entretient dans les relations internationales. Source Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, London, Palgrave Macmillan, 2003. Selon lui, il est important de sortir la politique étrangère d'une acception souvent restreinte au jeu diplomatique entre chancelleries, car les questions relatives à la politique étrangère constituent la partie essentielle des relations internationales. À partir de cet instant, la politique étrangère devient suffisamment vaste pour prendre en charge les attentes des citoyens à divers niveaux, notamment la protection des ressortissants à l'étranger, la projection de l'identité nationale sur la scène internationale, la préservation de l'intégrité du territoire, la promotion des intérêts économiques nationaux, les interventions humanitaires, la négociation d'un ordre international stable et la protection des biens communs. Ainsi, la politique étrangère est à la fois dépendante des facteurs externes, des rapports de force internationaux ou des stratégies des acteurs internationaux, mais également des réalités domestiques, faites de contraintes institutionnelles et culturelles et de pressions émanant de différents groupes sociaux. Source Dario Battistella et al., Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 3e édition, 2012, page 441. Il y a donc une connexion étroite entre la politique étrangère d'un pays et l'action de ses médias sur la scène internationale. Les médias, par leur action de polissage et de fabrique de l'image de marque d'un pays, sont également au service de sa politique étrangère, notamment sur l'aspect très essentiel de la promotion de ses intérêts nationaux. C'est ce qui exige de mieux appréhender la notion très controversée de la guerre informationnelle qui a un rapport étroit avec le développement et l'essor des technologies de l'information et de la communication. La notion de guerre fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, que ce soit de la part des profanes ou dans le milieu des stratégistes. En tant que concept, la guerre a une histoire longue qui se combine avec les débats épistémologiques sur sa définition et son objet d'étude. Dans la présente étude, il ne s'agira pas de la guerre au sens propre, encore moins de la guerre de l'information, au sens que les stratégistes lui ont donné à travers sa focalisation sur l'impact central de la technologie dans la construction de sa victoire. Ce type de guerre est défini par Thomas Rona comme la destruction, l'incapacitation et la corruption de l'infrastructure informationnelle de l'ennemi, source citée par Joseph Enrotin, la technologie militaire en question. Le cas américain, Paris, Economica, 2008, page 23. Spécifiée ainsi, la notion de guerre de l'information rend compte véritablement d'un conflit armé où l'instrument le plus utilisé ou le plus en vue est l'arme de la technologie.
même s'il existe des zones de congruence entre la guerre de l'information et la guerre informationnelle décrite dans cet ouvrage, la première est davantage dure, réelle, objective, tandis que la seconde se veut une forme figurée des rivalités entre les divers acteurs médiatiques sur la scène internationale. Plus modestement, cet ouvrage utilise la notion de guerre informationnelle pour décrire les rivalités, les concurrences qui se structurent entre les différents médias du monde pour contrôler ou façonner les informations mondiales à leur propre image et à leur propre convenance. Convenance qui s'inscrit elle-même dans une orientation apte à satisfaire les intérêts nationaux dans le cadre de la politique étrangère de leur pays d'appartenance. À cet effet, un certain nombre de questions permettront de meubler et d'organiser l'analyse dans cet ouvrage. Comment les médias, en tant qu'acteurs à part entière dans la mise en œuvre de la politique étrangère de leurs États, participent-ils à la guerre de l'information qui se structure actuellement sur la scène internationale? Quelle est la place des médias occidentaux dans l'analyse ou l'appréhension de l'actualité internationale? Quelle est la place des médias des pays émergents et de l'Afrique dans la guerre informationnelle sur la scène internationale? La thèse défendue dans cet ouvrage se focalise sur le fait que les médias ne sont pas neutres. Elle postule que ceux-ci participent, à travers l'amélioration de l'image de leurs pays respectifs et surtout à la promotion de leurs intérêts nationaux, à la mise en œuvre de la politique étrangère des dits pays. Ils contribuent à la structuration, à l'essor et à l'épanouissement de la guerre informationnelle sur la scène internationale de manière générale et en Afrique en particulier. Il s'agit, en d'autres termes, de la fabrique, voire de la construction d'une actualité internationale fondamentalement instrumentalisée par les intérêts politiques, économiques et stratégiques. En tant que telle, cette hypothèse s'inscrit dans les postulats du constructivisme en relations internationales, postulat qui montre que la réalité n'existe pas en soi. Cette réalité est essentiellement construite par les interactions aussi bien de la structure, c'est-à-dire du système international, que des acteurs, États, organisations internationales intergouvernementales, ONG, réseaux divers, individus, sur la scène internationale. Théorie post-positiviste, le constructivisme est originellement une théorie de la sociologie. Elle a été importée dans l'appréhension et dans l'analyse des relations internationales par Nicolas Onuf en 1980. Pour les partisans de cette théorie, la réalité sociale n'est ni objective ni subjective, mais intersubjective. Ses principales lignes directrices tournent autour de cette épistémologie, notamment la co-constitution agent-structure, et l'influence des identités sur la quête des intérêts sur la scène internationale. Le constructivisme est une théorie critique des relations internationales qui émerge sur la scène internationale au début des années 1980, grâce au bouillonnement intellectuel de cette période. Ses principaux auteurs sont Nicolas Onuf, Alexander Wendt, Thierry Balzac, Zaki Laïdi, Barry Buzan, Ole Wever, etc. Le constructivisme, en tant que théorie des relations internationales, émerge dans un contexte de prévalence d'une pluralité de grilles interprétatives et de renouvellement de l'objet de cette discipline. Ce double contexte est mis à profit par une nouvelle génération d'internationalistes qui constatent que ni les néo-réalistes, ni les postmodernistes n'ont été capables de prévoir, encore moins d'envisager les changements qui interviennent dans le champ des relations internationales. Dans ce contexte, il convient d'abandonner l'épistémologie positiviste, puisque la prépondérance de la théorie néo-réaliste n'a pas empêché la réalité internationale d'évoluer dans un sens tout autre que celui prévu par cette théorie. Il convient également, selon les constructivistes, de se débarrasser de l'ontologie positiviste axée sur la permanence de l'anarchie et de la quête des intérêts nationaux sur la scène internationale, car la confrontation bipolaire des rapports de puissance n'a pas empêché l'URSS de changer d'intérêt national en adoptant unilatéralement un revirement politique qui a abouti à la fin de la guerre froide. Source Marie-Claude Smuts, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, pages 74 à 75. Comme le rappelle Nicolas Onuf,
le constructivisme est d'abord une façon d'étudier les relations sociales, n'importe quelle relation sociale, à partir de l'hypothèse qui postule que les êtres humains sont des êtres sociaux, se concentrant sur ce que John Searle a appelé les faits sociaux, c'est-à-dire les objets qui, tels l'argent, la souveraineté, les droits, n'ont pas de réalité matérielle, mais n'existent que parce qu'un ensemble de personnes croient qu'ils existent et agissent en conséquence. 4 postulats peuvent être considérés comme des propositions principales du constructivisme en relations internationales. On peut citer, entre autres, l'alternative au matérialisme, la construction des intérêts des États, la co-constitution agent-structure et les logiques multiples de l'anarchie. L'idée que la réalité sociale n'a pas de sens objectif ni subjectif, mais plutôt intersubjectif, c'est-à-dire que finalement le sens des choses sourd des interactions est l'un des éléments clés du constructivisme en tant que théorie des relations internationales. Source: Paul Helvig Bachum, Les parias sur la scène internationale, à propos des dynamiques inégalitaires du système international, Paris, L'Harmattan, 2017, page 48. À partir de sa présentation, il semble judicieux d'indiquer que 2 principales raisons expliquent l'enracinement de cette théorie dans la présente étude. Premièrement, à travers le postulat constructiviste de la construction sociale de la réalité, on pourra aisément, dans cette étude, démontrer que les contenus de l'actualité internationale qui sont au cœur du travail ou des pratiques des médias n'existent pas en soi. Ils sont construits ou co-construits non seulement par les pratiques des acteurs des relations internationales, en général, mais surtout par les médias qui les façonnent à leur manière avant de les diffuser à travers leurs divers canaux. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi l'image de l'Afrique, de ses dirigeants ou de ses populations, est toujours péjorative. On met l'accent non pas sur ce qui semble marcher sur le continent, mais sur les guerres, les famines, les maladies, les catastrophes, les épidémies ou les pandémies, en exagérant l'ampleur des dits drames. L'objectif de cette étude n'est pas de dire que ces réalités n'existent pas en Afrique. Elles le sont effectivement, même dans d'autres continents comme l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. L'insistance sur ces questions révèle l'objectif poursuivi, qui est d'inciter les Africains à se résigner et à accepter, de manière passive, non seulement l'occidentalisation du monde, mais aussi et surtout de renoncer à la lutte pour l'accession à la puissance de l'Afrique à travers la constitution d'une fédération politique, par exemple. Deuxièmement, le constructivisme, avec son postulat de l'influence de l'identité sur les intérêts, met en exergue que chaque nation, sinon chaque continent, cherche à promouvoir son intérêt national en se focalisant sur son identité. C'est une idée géniale qui tend à actualiser la thèse du choc des civilisations de Samuel Huntington. Transféré au domaine médiatique, ce postulat permet d'analyser les batailles sur la structuration et la légitimation de l'information parce que finalement, ce qui compte, ce sont les intérêts nationaux appréhendés dans une perspective constructiviste. Il existe donc, de ce fait, sur la scène internationale, des luttes dont les objectifs tournent autour de la préservation des identités et des intérêts de chaque acteur des relations internationales, surtout les acteurs étatiques. À partir de là, les médias ne sont pas indépendants ou objectifs, comme peuvent le prétendre les positivistes, mais des instruments entre les mains des acteurs politiques. Il s'agit clairement d'une connivence entre la sphère privée dans laquelle évoluent généralement les médias et la sphère publique, celle des dirigeants politiques. D'après les constructivistes, l'intérêt national d'un État n'est pas une donnée s'imposant aux décideurs de par la configuration du rapport de force comme chez les réalistes ou encore chez les libéraux. L'intérêt national du point de vue constructiviste est un construit social qui trouve son origine dans l'identité des États, c'est-à-dire dans la représentation que les États se font d'eux-mêmes, d'autrui et du système international. Or, l'identité d'un État se définit non pas de manière subjective, mais de manière intersubjective, car il est la résultante de représentations renvoyant à un ensemble d'idées, de croyances, de valeurs et de normes partagées par tous les États à un moment donné au sujet d'eux-mêmes et de leurs relations. Enraciné, enchâssé dans son identité, l'intérêt national d'un État est donc moins construit par l'État lui-même
qu'il n'est façonné par les normes et les valeurs qui, partagées internationalement, structurent la vie politique internationale et lui donnent sa signification. Comme ces valeurs évoluent elles-mêmes, l'intérêt national est susceptible d'être régénéré et transformé, avec pour conséquence l'émergence possible d'un intérêt national défini de façon altruiste et non pas égoïste. Source: Marie-Claude Smoets, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz 2003, page 302. Plus précisément, la structure internationale, toute anarchique qu'elle soit, au sens premier d'absence d'autorité au-dessus des États, n'impose une définition égoïste de l'intérêt national en termes de puissance que tant que les valeurs constitutives de la culture internationale sont de nature hobbesienne, c'est-à-dire lorsque les États se perçoivent comme des ennemis et nient à l'autre le droit à l'existence. D'après Alexander Wendt, cette culture, prévalant de l'Antiquité au Moyen Âge, n'existe plus que par intermittence ou de façon localisée. En effet, se considérant comme rivaux et non plus comme ennemis, les États contemporains reconnaissent la souveraineté d'autrui. L'intérêt national d'un État n'exclut donc plus la prise en compte des intérêts d'autrui. Bien plus, la diminution constante du nombre de recours à la force est un indice de ce que le monde change. Au sein de cette culture dont l'avènement est facilité par l'interdépendance grandissante entre les États, l'exigence de défis globaux communs et l'homogénéisation croissante des régimes politico-économiques, les États s'identifient désormais les uns aux autres et sont amenés à définir leurs intérêts nationaux en termes altruistes, c'est-à-dire qu'ils conduisent une politique étrangère satisfaisant en même temps les autres États amis. En affirmant que la culture internationale restructure l'intérêt national des États, le constructivisme défend ainsi une conception relationnelle de cette notion, différente de la conception essentielle commune au libéralisme et au réalisme. Source: Marie-Claude Smoets, Dario Battistella et Pascal Vénesson, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, page 302. Ainsi, cet ouvrage se subdivise en 3 parties comprenant chacune 2 chapitres. La première partie porte sur la prépondérance des médias anglo-saxons dans l'appréhension et l'analyse de l'actualité internationale en Afrique. Celle-ci revient sur le rôle des médias américains et britanniques dans leur traitement de l'actualité internationale. Toutes choses qui établissent avec de nombreux détails que les médias de ces 2 pays sont au service de leur action internationale. La deuxième partie, quant à elle, se focalise sur l'émergence de nouveaux acteurs occidentaux dans l'analyse de l'actualité africaine. Il s'agit, à travers l'attention portée aux médias français et allemands, de démontrer comment les médias qu'ils utilisent, en excipant le principe de leur indépendance, sont plutôt de connivence avec leurs actions pour la mise en œuvre de leur politique étrangère en Afrique et la satisfaction de leurs intérêts multiples. La troisième partie s'appesantit sur la réaction des nouvelles puissances comme la Chine, la Russie, le Qatar et Israël, ainsi que celle des États africains dans la guerre informationnelle sur le continent.